Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 16 avril et à la une de cette édition, la violence continue de s'abattre sur l'agglomération de Mamoudzou. Quelques heures après l'assassinat en plein jour d'un adolescent à Cavani. Cette nuit, c'est le quartier de Doujani qui s'est embrasé, attaqué par des dizaines de délinquants. Le point sur la situation dans ce reportage. Quelques véhicules incendiés et une dizaine d'autres vandalisés. C'est le bilan d'une nuit de violence hier à Doujani. Watu wapanikia rila waongea malagona mba ringalesa zadunga waprofite wabo wajatia magari ya tumoro hunu warimenya pia bila karsuya mba intogea lave. Par peur des représailles, peu d'habitants ont accepté de répondre à nos questions. Mais plusieurs affirment que les responsables seraient des bandes de jeunes de Mtsapéré ou Passamanti, venus venger un adolescent assassiné hier à Cavani. Ils auraient alors fait une descente chez leurs rivaux de Doujani, en s'en prenant aux véhicules des habitants sans distinction. Loin de ces rivalités interquartiers, Madi Rasmia a eu le courage de témoigner face caméra. Elle déplore des violences aveugles contre des innocents et qui vont à nouveau alimenter les ressentiments contre les étrangers. Ça se marque aujourd'hui, là, l'autre il vient ici, détruit tout. Est-ce que c'est d'autres qui la voiture, détruit tout ça? Est-ce qu'il voulait quoi? Il voulait quoi? Pourquoi il détruit tout ça? Ça me fait peur, moi, ça me fait peur parce que moi, j'ai mes enfants, mais ils sont petits, quoi. Du coup, tout ça, on dit, c'est la faute des étrangers, tu vois. Et la nôtre, ok, on ne sait même pas ce qui se passe dehors. Et c'est ça que je voulais dire, ça nous fait peur. La police nationale affirme être intervenue rapidement pour disperser les délinquants, sans toutefois réussir à les interpeller. Elle indique également qu'il est trop tôt pour lier ces événements avec le meurtre de Cavani. Et ce matin, le recteur Gilles Albou est venu sur notre plateau pour évoquer la sécurisation des établissements scolaires. Dans les faits, la violence s'exprime partout à Mayotte et il est impossible d'enrayer cette spirale infernale du jour au lendemain. D'autant que Mayotte fait partie des départements les plus peuplés de France, ce qui se transpose dans les écoles. Néanmoins, le rectorat entend faire tout son possible pour que les établissements deviennent les sanctuaires qui devraient être. Au montage, les Sylvie Menet. Après Miki, la semaine passée, un autre lycéen a perdu la vie hier. Cette fois, cela ne s'est pas passé aux abords d'un établissement ou proche d'un arrêt de bus, mais en pleine rue, devant une pharmacie, nouvelle preuve, s'il en est, que la violence frappe partout à Mayotte. Un jeune qui meurt poignardé, c'est forcément un drame qui nous touche tous, qui touche évidemment toute la communauté éducative. Ces jeunes, on les connaît, ils sont scolarisés dans nos établissements. Et même si celui-là s'est fait poignarder dans la rue, devant une pharmacie, assez loin de l'établissement, ça nous touche évidemment. Ce qui nous touche, c'est cette violence sur l'île. Et puis derrière cette violence aussi, on en parlait avec des associations de parents hier, le fait que cette île est quand même très densément peuplée, on va le dire, et du coup évidemment ça génère beaucoup de violence, beaucoup d'attentes de cette jeunesse. Pour beaucoup, la violence dans les écoles est liée au surpeuplement dans les établissements scolaires de l'île. Un fait que ne nie pas le recteur, même s'il considère que Mayotte n'est pas le seul département confronté à cette problématique. Je rappelle quand même que le département de Mayotte, c'est le département le plus densément peuplé hors Île-de-France. On est aujourd'hui dans une configuration proche de ce qu'on connaît en banlieue parisienne ou dans les grandes agglomérations métropolitaines. Donc quand on nous compare, évidemment, en termes de nombre d'élèves par classe ou de taille des établissements, comparons-nous justement à ce qu'on voit en métropole sur des grandes agglomérations ou ce qu'on voit en banlieue parisienne. Sur Montpellier, on a un lycée à 5000, on a une cité scolaire à 4000, on a des lycées à 2500. Donc ça, vous répondez à ceux qui disent qu'il y a trop d'élèves dans l'établissement. Mais je ne dis pas que c'est la norme, mais je dis que malheureusement, évidemment, quand on est dans des endroits où il y a une forte densité de population, cette forte densité, elle va se retrouver dans les établissements scolaires, comme elle va se retrouver dans tous les services publics, j'allais dire les hôpitaux et ailleurs. Les contrats sont unanimes, mais les solutions commencent à manquer.
En effet, les travaux de sécurisation se multiplient, mais cela ne règle pas les problèmes de fond auxquels l'île fait face. On peut repousser sans cesse les limites, on va dire, des barbelés, des murs qu'on pourrait faire autour de nos établissements, et puis ensuite au niveau du parking, et puis ensuite sur les trajets, et puis on va peut-être aussi faire des grillages autour des arrêts de bus, et des corridors entre les établissements et les lieux de résidence des enfants. Enfin, je pense que tout le monde est conscient que on peut pas faire ça. Il y a 1 mois et demi, on nous demandait justement de renforcer les alentours des établissements. En quelques semaines, on a construit des murs. Autour de certains établissements. Presque maintenant, on nous le reproche en nous disant, voilà, vous vous rendez compte, les établissements avec des murs, des concertinas, des barbelés, ça ressemble à des camps retranchés. D'un certain point de vue, ils n'ont pas non plus complètement tort, mais tout ce qui contribue à sécuriser les établissements, de toute façon, nous allons le faire. Sanctuariser les établissements et leurs abords, voilà la mission du rectorat. Néanmoins, chacun devra jouer son rôle, à commencer par les parents, car les jeunes violents n'ont pas été amenés sur terre par une cigogne. À la suite des violences ces dernières semaines à Tingoni, le maire Mohamed Bakar a décidé d'apporter une réponse ferme. Afin d'enrayer ces phénomènes, de nouveaux arrêtés seront pris, mais surtout une action en justice contre les délinquants et leur soutien devrait être lancée. Le maire a profité d'une conférence de presse aujourd'hui à la Maison France Service de Kombani pour évoquer l'ensemble des mesures prises. Jadi Maolida s'est rendu sur place. Face à une violence toujours présente dans la commune, le maire de Tingoni, Mohamed Bakar, a convié ce matin élus et membres de la presse afin de rendre compte des décisions prises par la municipalité. Déterminé, il annonce des mesures fortes à l'avenir et pas uniquement à l'égard des délinquants. Nous allons agir fortement sur les délinquants, ceux qui commettent l'horreur dans cette commune. Nous allons les attaquer en justice. Mais aussi les personnes qui sont derrière tout ça et qui soutiennent ces délinquants dans leurs mouvements, dans leurs actions, eux aussi, ils doivent payer. Les personnes qui logent les personnes en situation irrégulière, nous allons être fermes avec les marchands de sommeil puisque ce sont des endroits où il n'y a ni l'eau, ni électricité, ni rien du tout. Pourtant, on leur fait payer ces gens-là. Le maire ne s'est pas arrêté au volet judiciaire. Il a tenu à rencontrer habitants de Mirereni et Kombani, les 2 villages étant au cœur des échauffourées dans la commune. Et il semble optimiste quant à l'issue de ces conflits. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'accalmie. On est venu à Kombani pour discuter avec les grandes personnalités de Kombani. On est parti à Mirereni pour discuter avec les personnalités de Mirereni. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui de dire il va falloir qu'on aille sur une réconciliation. Ce samedi, pas demain, mais le samedi d'après, nous allons avoir à 9h, ça sera organisé à la MJC d'Omboalé, la grande réunion de médiation, de réconciliation entre les villages de Mirereni et Kombani, mais aussi avec les autres villages. La délinquance, et notamment juvénile, ne devrait pas être la seule à être visée. L'avocat de la commune est lui aussi sur place et il tient à ce que la municipalité soit présente sur tous les fronts. Je me suis engagé auprès du maire de Tingoni à faire toutes les actions civiles ou administratives nécessaires à la libération des occupations illégales des voies publiques communales et des terrains communaux. Quand je parle de voies publiques communales, notamment c'est tout ce qui est garage sauvage sur le bord des routes communales, tout ce qui est vente sauvage, etc. L'application de plusieurs arrêtés municipaux interdisant notamment le mourengue ou réglementant la circulation des chiens sur la voie publique ont été également annoncés. La municipalité semble être résolue à frapper fort afin que la commune retrouve sa sérénité. Et je vous propose de regarder maintenant le reste de l'actualité locale avec notamment un point sur la situation épidémique ou encore la Somaco qui l'emporte en justice contre Mayotte Channel Gateway. Au montage, les Sylvie Menet. Des factures datant de 2017 sont au cœur d'un conflit ouvert entre MCG et la Somaco. Cette dernière estime que les prestations réclamées par le délégataire du port ne sont pas légitimes. Dans ce contexte, 4 ans plus tard, MCG a décidé de retenir des conteneurs de l'entreprise mahoraise de distribution le temps que les factures en litige soient réglées.
La Somaco propose de consigner les sommes en question chez un huissier afin de récupérer ses conteneurs, mais aussi de pouvoir régler le litige. MCG refuse la consignation et retient 2 premiers conteneurs au port. Somaco a donc lancé un référé d'heure à heure devant le tribunal de commerce pour réclamer la libération de ces conteneurs. Le tribunal de commerce vient de donner raison à Somaco. MCG doit restituer les marchandises sous peine d'astreinte de 1 000 € par jour et par conteneur. Le délégataire du port est également condamné à payer 3 000 € au titre des frais d'avocat. Dominique Voynet l'annonçait hier, le nombre de contaminations remonte légèrement avec 16 nouveaux cas lors des 7 derniers jours, un taux d'incidence qui repasse au-dessus des 50 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité atteint 4,6% sur les 3 617 tests réalisés entre le 1er et le 7 avril. En ce qui concerne les hospitalisations, 12 personnes sont prises en charge au CHM, dont 6 en médecine et 6 en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 168 personnes ayant contracté le Covid ont perdu la vie à Mayotte ou après Evasan. Concernant la campagne de vaccination, toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent désormais se faire vacciner à Mayotte. Depuis le 25 janvier, date des premières injections, près de 20 500 personnes ont été vaccinées à Mayotte. 7 328 ont reçu 2 doses et sont donc en voie d'immunisation contre le virus. Le planning de vaccination est disponible sur les différents supports de l'ARS. Pour répondre aux enjeux de réduction des déchets, le conseil départemental a décidé d'étudier la possibilité de créer un réseau de ressourceries à Mayotte. Les ressourceries sont des lieux qui permettent de récupérer, de réparer, de valoriser et de revendre des objets plutôt que de les jeter. Elles ont également un rôle de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Au niveau environnemental, elles réduisent les déchets. Au niveau économique, elles créent de la richesse sur le territoire. Au niveau social, elles favorisent l'insertion et la création d'emplois durables et locaux. Une étude de faisabilité a été lancée et doit permettre de définir quels modèles de ressourcerie sont les plus pertinents pour Mayotte. Un questionnaire en ligne est disponible pour alimenter la réflexion sur les pratiques d'achat, de revente et de réparation d'objets. Une manière d'adapter le projet aux attentes et aux besoins de la population. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Lundi, vous retrouverez Pierre Bellucci dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cauzy.